Alors, bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez avec ce micro? Donc pour ma part, je vais vous emmener faire un petit tour en dehors du Morvan, aller un peu plus en plaine, dans la plaine de Saône, pour parler de Fleurville. Et donc c'est une petite commune en bordure de Saône, à exacte mi-distance entre Tournu et Mâcon. Et ce village était jusqu'ici connu pour ses deux châteaux qui sont datés de la fin du XVIe siècle. Et maintenant, sur cette liste de riches patrimoines, on peut ajouter la présence d'une villa gallo-romaine, donc qui est connue grâce à une série d'opérations archéologiques qui s'y est déroulée depuis maintenant 1 an et demi autour du lieu-dit Marigny. Alors, les données collectées à travers 3 diagnostics et une fouille permettent aujourd'hui de mieux localiser, caractériser et dater cette occupation antique qui était connue que fortuitement jusqu'à maintenant depuis des travaux au milieu du XIXe siècle. Alors, je vous parlerai ici avant tout des résultats du diagnostic qui s'est déroulé en juillet 2021 au cœur du château de Marigny, donc qui a révélé une partie de la pars urbana de cette villa. Et puis j'évoquerai vraiment à la toute fin les résultats d'une fouille qui s'est terminée il y a seulement 3 semaines. Et puis donc par manque de temps, je ne pourrais pas non plus parler de l'ensemble de ces résultats. Alors avant d'aborder les structures par elles-mêmes, on va vite fait évoquer le contexte géographique et archéologique de Fleurville, puisque le choix d'implantation de cette villa n'est sans doute pas tout à fait anodin. Le territoire communal est en effet traversé du sud au nord par une des branches de la voie d'Agrippa. On ne va pas voir ma souris. Donc c'est le tracé noir sur la carte. Donc la voie du Rhin qui relie Lyon à Trèves ici. Donc qui est située aujourd'hui a priori sous l'actuel tracé de la route nationale 6. Cette voie est reliée à l'autre côté de la rivière, donc au côté bressant, par un passage à gué, sans doute utilisé depuis la protohistoire, et donc qui est connu par un ensemble de découvertes liées à des dragages fin 19e, début 20e siècle. Mais d'un point de vue archéologique, la commune de Fleurville est surtout réputée pour avoir livré des riches vestiges grâce à des travaux engagés en 1853 pour la construction de la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille, donc qui passe vraiment au pied du château. C'est le petit carré mauve. Donc qui passe vraiment au pied du château à cette époque. Donc des travaux qui vont révéler des vestiges importants. Et puis il s'agit de la première mention, et la seule d'ailleurs, mention de vestiges découverts sur ce tracé. Donc c'est une mention qui est reprise par Monnier en 1859 dans son annuaire de la Saône-et-Loire. Donc indication importante, précieuse. Donc les tranchées ouvertes, donc il dit Monnier, donc les tranchées ouvertes en 1853 pour l'établissement de ce chemin de fer au-dessous du château ont traversé sur une étendue de plus de 30 mètres un terrain jonché de tuiles et briques romaines et de débris de marbre qui recouvrait les fondations d'un vaste édifice, 2 salles de bain et un hypocauste dont toutes les dispositions intérieures, avec les tuyaux qui distribuaient la chaleur dans les appartements, étaient très reconnaissables et encore en place. Le pavé de l'une des salles était formé de larges dalles en marbre et en schiste, disposées en damier, et plusieurs aqueducs aboutissaient à cette partie de l'édifice. Donc c'est vraiment la seule mention, on n'a pas de plan de fait à l'époque, on n'a pas de mobilier qui en est sorti ou qui était déposé dans des musées, ou même à l'académie. Donc des descriptions qui laissent déjà un peu rêveur, surtout en lumière de ce que nous, on va sortir l'an dernier, donc à quelques mètres de là. Les ouvriers signalent aussi par la même occasion que ce site est plus étendu, puisqu'ils repèrent dans les champs, en faisant un tour, donc dans la plaine de Saône, un ensemble de tuiles, céramiques, moellons, etc. Donc dans les champs qui s'étendent presque jusqu'à la voie impériale numéro 6 à l'époque. Donc il faudra ensuite attendre les années 90 avec la photo aérienne. On a une seule photo aérienne qui permet de confirmer l'étendue de ce site et de confirmer un peu sa nature. Mais photos aériennes où on voit quelques structures, mais ça reste vraiment très léger puisqu'on est en plaine et les structures ne ressortent pas vraiment bien, les structures construites. Donc quelques structures, on n'arrive pas vraiment à avoir de plan précis de ces bâtiments, mais ça confirme quand même sa présence. Et finalement, il faudra attendre 2021 pour que tout ce potentiel archéologique soit confirmé par l'entreprise de diagnostic dans un vrai concours de circonstances,
puisque en l'espace d'1 an et demi, on est intervenu 5 fois, alors qu'on n'avait jamais mis les pieds à Fleurville jusqu'ici. Alors le premier de ces diagnostics a été réalisé en mars 2021. Donc c'est le diagnostic 2021 sous la mure, réalisé par Stéphanie Morel. Donc on est à 200 mètres au sud du château. On a simplement un petit bâtiment, enfin incomplet, un petit bâtiment gallo-romain qui fait une longueur de 13,50 m observée et large d'environ 6,50 m. Alors il est difficilement rattachable à l'établissement rural directement, mais sans doute il s'agit d'une petite dépendance, comme une petite grange en périphérie immédiate, mais on n'en sait pas plus. Ensuite, il y a eu un deuxième diagnostic, cette fois-ci 200 mètres au nord du château, cette fois-ci donc avant la construction d'un pavillon, cette fois-ci totalement négatif, donc on est déjà à l'extérieur de cette villa. Et puis c'est vraiment le troisième diagnostic qui a été réalisé donc, à l'emplacement dans le château de Marigny, donc en juillet 2021, qui livre les vestiges les plus importants à cette époque. Et puis ensuite, il y aura un quatrième diagnostic en tout début 2022 qui a donné suite à la fouille qui s'est déroulée cet été. Alors maintenant, je vais revenir un peu plus précisément sur les découvertes de juillet 2021 au cœur du château de Marigny, puisque ce château dispose, donc je vais faire rapidement un petit point sur les archives concernant ce château. Donc voici à quoi il ressemble. Donc vous voyez vraiment au pied la voie ferrée qui passe. Donc il dispose vraiment de très peu d'archives qui permettent de retracer son parcours et son histoire reste vraiment très très mal connue. Donc on avait beaucoup d'espoir aussi dans ce diagnostic pour permettre d'en savoir un peu plus sur l'histoire de ce château. Alors d'après les textes, il n'est pas très ancien. Sa première mention remonte à 1561, à une période de conflit dans la région où on note la nécessité de renforcer les défenses de ce château. Alors on sait qu'il appartient à la famille Pelé, qui a acheté les terres de Marigny à Fleurville en 1527, peu de temps après avoir été nommé prévôt de Vérizé en 1525. Vérizé, c'est un petit village, un hameau maintenant, juste à l'ouest de Fleurville. Alors le domaine tel qu'il se présente aujourd'hui n'est pas très grand, il fait environ 5000 m². Il est composé d'une partie résidentielle, donc le château, qu'on a sur la droite en bordure de la voie ferrée. Donc c'est la photo là à droite. Donc qui ressemble, c'est vraiment un très petit château, qui ressemble plus presque à un manoir. Donc je vous ai dit qu'il datait du XVIe siècle, mais les éléments du XVIe siècle restants, en tout cas dans les élévations, sont très très peu nombreux, puisque chaque propriétaire, jusqu'au XIXe siècle, va un peu apporter sa patte en transformant, en remaniant toutes les parties de ce petit château. Et puis à l'ouest du parc, on a une grande longère qui fait 80 mètres de longueur, qui servent de commun. C'est la partie agricole de ce petit domaine. Et donc c'est toute cette partie-là qui est soumise actuellement à la restructuration, puisque le château a été racheté en 2020. Et puis le projet est donc de faire des salles de réception. Le château de Marigny est aussi inscrit au titre des monuments historiques depuis le 16 septembre 1941. Et donc dans ce cadre, et avant d'engager les premiers travaux, la CRMH, donc la Conservation régionale des monuments historiques de Bourgogne-Franche-Comté, a demandé aux nouveaux propriétaires de faire des petits tests à l'intérieur des bâtiments, de faire de petits sondages au pied des élévations pour voir un peu l'état sanitaire de ces fondations, parce que le bâtiment présente quelques faiblesses, comme on peut le voir d'ailleurs sur la photo de gauche. Donc le propriétaire fait ces petits sondages. À aucun endroit il va atteindre le substrat géologique. Et même au contraire, dans une des écuries, il va tomber sur ce qu'il va appeler un carrelage, entre guillemets, à 25 cm sous le sol de cette écurie. Donc il contacte directement la CRMH pour un peu leur demander quand même leur avis, par chance. Et puis c'est ainsi que nous, archéologues, on a mis les pieds pour la première fois au château, puisque ce carrelage s'avérait bel et bien être une mosaïque antique. Alors avant de vous présenter tous les résultats, j'insiste sur le fait que ce que vous allez voir, c'est vraiment le résultat d'un diagnostic, donc de 21 sondages différents, de tailles très diverses.
Donc, en voici la répartition. Une série en intérieur, et une série en intérieur des communs, et puis une série à l'extérieur, donc en bordure, et puis à l'intérieur du parc. Donc, de tailles très diverses, ces sondages vont de 2,50 m à jusqu'à 45 m². Pour une superficie cumulée d'observation, donc de 230 m². Donc, il ne s'agit vraiment que de fenêtres sur l'occupation antique, et nos connaissances s'en trouvent évidemment un peu limitées par endroits, et donnent lieu à l'état actuel qu'à des hypothèses d'interprétation, et notamment pour ce qui concerne la fonctionnalité des différentes pièces, des différents espaces repérés. Alors, sur les 21 sondages pratiqués, 15 livrent des structures bâties, donc qui appartiennent à un bâtiment antique, qui semble avoir été construit dans un seul jet si on compare un peu toutes les caractéristiques architecturales. Ce bâtiment ferait une superficie de 1500 m². Il a été observé sur une longueur totale de 70 mètres pour une largeur de 22 mètres. Je vais vous mettre le plan quand même. Donc il est plutôt bien cerné dans sa partie nord. On a certainement le dernier mur de ce bâtiment. Par contre, au sud, il se développe encore un tout petit peu plus donc dans cette direction. Donc d'après les caractéristiques générales et les décors retrouvés sur place, ce bâtiment correspondrait à une des ailes de la pars urbana de la villa, donc qui est directement rattachable aux vestiges détruits au XIXe siècle par la voie ferrée. Alors, ce qui peut paraître le plus étonnant, et vous le voyez à travers ces deux photos, c'est en fait la faible stratification et donc le faible recouvrement des vestiges. Et donc, on a des niveaux de sol en béton, on a parfois des élévations, enfin sur ces photos, sur une assise d'élévation, des murs sur une assise d'élévation. Et puis, tout ça est recouvert en moyenne par 10-15 cm de terre. Donc, déjà, autant vous dire qu'on n'a retrouvé aucun niveau médiéval, aucun niveau moderne. Donc, l'histoire du château, pour l'instant, on n'en sait guère plus que ce que nous disent les archives. En revanche, donc on en sait maintenant beaucoup plus sur cet établissement antique. Alors, ce bâtiment est composé d'un ensemble de pièces, dont seules quelques-unes ont été identifiées intégralement. Donc, il est longé à l'est par une galerie qui surplombe une cour intérieure d'environ 1 mètre. Donc une cour où aucun vestige, on a fait 2 sondages dedans, aucun vestige à part, construit, à part des niveaux de sol repérés. Donc ce portique fait une largeur de 5 mètres, est constitué d'un sol en mortier de chaux, relativement dégradé par rapport à ce qu'on a découvert en intérieur. Parmi les pièces composant cette aile de la pars urbana, on a divers locaux. La plupart ont donc des sols en mortier de chaux, parfois à crustae. Donc à crustae, en fait, c'est une inclusion de petites tesselles noires, blanches, voire des éclats des éclats de terre cuite architecturale, disposés de manière aléatoire, donc sans vraiment former de décor spécifique. Les pièces donc au sud sont composées de 2 sortes d'antichambres identiques qui font 25 m² chacune. Elles ouvrent sur le portique et en arrière de celle-ci, on retrouve 2 autres pièces aussi identiques qui font 45 m² chacune, avec cette fois-ci là les sols en crustae. Les hauteurs de conservation de certains murs, parce qu'entre les antichambres et les pièces au-dessus, on a 40 cm de dénivelé, donc il doit y avoir un système de marche pour accéder d'une pièce à l'autre. Donc ce dénivelé fait que certains murs étaient encore conservés sur au moins, au maximum 40 cm de hauteur, et sur ces murs, on avait je ne vous ai même pas mis là, excusez-moi. Bon, ça c'était la photo du portique, avec le sol, et puis là à droite le mur conservé de ce portique de terrasse. Et puis voici la diapo, ce sera plus facile pour se repérer. Donc voilà, je vous disais les murs, enfin les 2 pièces en dénivelé, et puis ce mur de 40 cm de hauteur avec les enduits peints encore en place, où on a des panneaux rouges ou des panneaux blancs avec des liserés rouges, jaunes. En tout cas, la fonction de ces pièces, sans doute secondaire, ne peut pas être directement déterminée avec ces décors. Alors ensuite, le centre de cette aile de pars urbana est occupé par une grande pièce, qui est sans doute la plus importante et la plus grande, en tout cas de ce qu'on a repéré. 4 sondages permettent d'en appréhender la superficie, enfin la périphérie en tout cas.
Les trois au sud ont livré des éléments de sol, en plus des murs. Par contre, le sondage au nord a seulement livré la fondation, puisqu'en fait, on est dans un autre espace actuel, on est dans une écurie. Et au 19e, quand ils ont refait l'écurie, les sols, ils sont passés à travers tous les sols. Donc il ne reste plus que la fondation, vraiment la première assise de fondation de ce mur. Donc c'est en tout cas la nature du sol, identique au moins dans ces trois sondages, qui nous permettent de dire qu'on est dans une seule et même pièce. Donc cette pièce fait 14,25 mètres de longueur, 9,60 mètres de largeur, pour une superficie totale de presque 137 mètres carrés. À l'est, elle ouvre directement sur le portique, par l'intermédiaire d'un seuil en petite dallette calcaire fine, qui fait 30 cm de largeur, donc ce qui en fait donc un espace, cette pièce est un espace semi-ouvert sur l'extérieur. Donc là, vous voyez encore sur cette photo, vraiment, il y a 10 cm de terre qui recouvre la mosaïque. Donc le positionnement des sondages n'a permis que de repérer finalement la périphérie de cette pièce. On n'a jamais fait de sondage. Le hasard fait qu'on n'a pas fait de sondage à l'intérieur, vraiment au centre de cette pièce. Ce sol décoré, donc pour revenir à l'entrée, au tapis d'entrée, donc il faut remarquer, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques de la mosaïque, mais en tout cas, il faut remarquer qu'il y a une différence entre le tapis d'entrée de cette pièce et puis le reste des motifs qu'on a repérés plus en arrière. Donc ce décor-là, évidemment, est le plus abîmé puisqu'il se situe à 10-15 cm sous l'herbe. Il est fait donc d'une superposition donc c'est une trame en damier, hein, de manière générale, le tout en bichromie, noir et blanc, avec des motifs géométriques. Donc pour le tapis d'entrée, on est sur une superposition de 4 carrés emboîtés, une fois droit, une fois sur la pointe, avec une alternance de couleurs à chaque fois. Et puis il faut aussi noter la présence d'un double filet de tesselles, donc 2 tesselles blanches avec une alternance de 2 tesselles blanches et 2 tesselles noires, donc sur deux rangées, en bordure de ce tapis, qui en fait un peu l'originalité de cette mosaïque, parce que c'est un décor, enfin un détail qui est peu connu pour ce type de sol. Seul finalement, donc on a pour le reste du motif, on a observé l'angle sud-ouest de cette pièce avec 2 sondages, un en intérieur, donc c'est là où justement le propriétaire avait commencé à faire son petit sondage manuel en bordure de ce mur, donc il est tombé, c'est le fameux carrelage. Et donc on a agrandi ce sondage, et puis on a fait aussi un autre sondage en pendant vraiment à l'extérieur, de l'autre côté du mur, pour voir comment ça se prolongeait. Et puis effectivement, on avait la suite de cette mosaïque. Donc on a un motif en damier toujours, donc là qui est un tout petit peu plus simple que le tapis d'entrée. Donc là ici, 2 carrés emboîtés, droit et sur la pointe, avec une alternance de carrés noirs et de carrés blancs. Donc ici, on est vraiment à l'angle de cette pièce, je vous disais, avec une partie du mur en élévation là, sur 70 cm de hauteur. Voilà. Les dimensions donc de cette pièce, la nature du sol et sa position même au sein de cette aile de bâtiment nous incitent vraiment à dire qu'on est en présence donc, de la salle la plus importante, une salle axiale par rapport à cette ville-là, et donc qui correspond à un salon d'apparat, une sorte de salle de réception où le dominus, donc le maître du domaine, recevait ses clients. Donc il est difficile vraiment de restituer l'aménagement complet de cette pièce, puisqu'on n'a fait que des sondages en bordure, et surtout en bordure sud. Mais donc, vraisemblablement, donc, je vous disais, il s'agit de la pièce centrale de cette ville-là, au moins de ce bâtiment. Alors ensuite, au nord, un peu plus au nord de cette pièce, on a aussi fait d'autres sondages, où on a également découvert un autre sol en mosaïque. Alors cet espace-là, cette mosaïque n'a été vue que dans l'intermédiaire d'un sondage qui fait 4,50 m². Mais on peut déjà voir quand même, cette photo est assez remarquable, enfin les vestiges sont assez remarquables, parce que conservé, on a des murs conservés jusqu'à 70 cm de hauteur, avec encore les enduits peints en place. Et puis on peut aussi voir au pied de ce mur un petit bourrelet qui correspond à une plinthe en quart de rond, encore peinte en rouge, intacte, plus le sol aussi vraiment intact. La mosaïque, elle, une petite photo de détail,
représente une sorte de rosace, on va dire. Alors, le terme technique, c'est des cercles sécants qui dessinent des pétales en fuseau de 4 feuilles blancs. On remarque aussi la présence dans les écoinçons noirs de 4 petites tesselles, enfin une tesselle par angle, et puis un chevron central blanc aussi, orienté vers le nord. Donc des petits détails, ce sont donc encore des motifs géométriques plutôt courants pour ces mosaïques, mais en tout cas ces petits détails font un peu des mosaïques de Fleurville, des exemples un peu atypiques, on va dire. Donc les dimensions, je vous disais, de cette pièce ne sont pas connues, parce qu'on a fait vraiment un petit sondage, donc ce qui empêche vraiment de lui donner une fonction, une interprétation précise. En revanche, plusieurs comparaisons peuvent être faites, et notamment avec la villa de la Garane, dans le sud, qui présente vraiment le même type de motif, à l'exception des petites tesselles de détail. Et cette pièce, donc à la Garane, avait été interprétée comme un cubiculum, donc une petite chambre privée. En tout cas, il faut vraiment remarquer donc, le côté soigné des décors, une très grande finesse d'exécution, à l'image aussi du décor qu'on pouvait retrouver sur les murs. Donc, je vous disais, un soubassement noir encore conservé, d'enduit peint encore conservé sur le mur, avec la petite plinthe en quart de rond. Mais par contre, tous les fondements de ces décors, on a redécouvert tous les fondements de ces décors, donc en 1000 morceaux au contact de la mosaïque. Et puis ici, on arrive à restituer un décor d'imitation d'opus sectilé, une sorte de trompe-l'œil de marbre de nature très diverse. Donc des verts, des jaunes, des blancs, où on voyait même les veines des marbres représentées, donc tout ça en trompe-l'œil. Et puis généralement, ces décors étaient accompagnés de scènes figurées au centre, dans des panneaux, avec des scènes figurées. Donc on n'a pas directement retrouvé ces scènes figurées, mais par contre, on a des enduits avec fond bleu, avec des petits liserés, qui correspondent sans doute à ce type de décor qu'on peut retrouver dans cette pièce. Donc quoi qu'il en soit, ce décor souligne vraiment l'aspect aisé de cette pièce, et même plus largement de ce bâtiment et de cette villa. Il faut le dire, donc la mise en évidence, la découverte d'une aile de Pars Urbana de villa dans un tel état de conservation est vraiment assez exceptionnelle et vraiment en tout cas inhabituelle pour nos régions. Ces vestiges peuvent être clairement rattachés à ceux observés au XIXe siècle, donc qui correspondaient, d'après les descriptions, à la partie thermale finalement de cette villa. Donc on peut aussi un peu élargir un peu plus le focus, et puis restituer l'ensemble de cette villa avec ses petits éléments. Donc même si sa superficie n'est pas encore totalement connue, on estime en tout cas qu'elle, par effet de symétrie, qu'elle pouvait faire en moyenne un peu plus de 10 hectares. Son installation profite en tout cas du profil, du relief de cette terrasse, ce qu'on a en terrasse alluviale de la Saône, la première terrasse. Donc on a un dénivelé de 10 mètres entre la partie de la Pars Urbana et la partie de la plaine où il y a la Pars Rustica, donc qui se met en place. Donc il faut vraiment imaginer un ensemble monumentalisé, en tout cas pour la partie résidentielle de cette villa, où on aménage une succession de terrasses artificielles sur lesquelles sont installés ces bâtiments, avec des séries de portiques qui permettent d'accéder de terrasse en terrasse, des cours intérieures et puis des pièces vraiment au décor aisé. Ces caractéristiques, en tout cas générales, ont été en grande partie confirmées dans la fouille que nous avons faite cet été. Donc qui cette fois-ci, et puis je m'arrêterai sur un petit aperçu de ces résultats. Donc cette fouille a été réalisée quelques dizaines de mètres en contrebas du diagnostic de 2021. Donc c'est à l'emplacement là sous la mur où j'ai marqué cours. Donc on est vraiment, c'est un endroit très intéressant. Donc on a fouillé 1400 mètres carrés où on est. Une petite photo qui permet justement de voir un peu le relief avec ces 10 mètres de dénivelé entre le haut de la villa et puis la partie basse. Donc cette fouille était intéressante parce qu'on est vraiment à la jonction entre la Pars Rustica, donc la partie agricole, et la partie résidentielle, la Pars Urbana de cette villa. Donc là, ici, ça se manifeste par les premiers bâtiments en fait, qu'on voit ici en bordure de la rue. Donc les premiers bâtiments de cette Pars Urbana, et puis un peu plus à l'est, en contrebas, on a un chemin, et puis ensuite la partie agricole, donc une grande cour, avec seulement délimitée par un mur.
Donc d'autres photos, plus le plan, donc cette pars urbana, enfin les premiers bâtiments donc, qui correspondent à des portiques. J'ai mis une photo, donc on avait encore 3 dés de la colonnade, avec un caniveau qui longeait tout ça, très bien maçonné. Et puis donc en intérieur, des sols encore en béton, avec un portique qui permet d'accéder d'espace en espace. On n'est pas exactement sur l'entrée de la villa, parce qu'à aucun moment la voie ne montre de lien avec ces espaces. La voie emmenait très certainement plus au centre de la villa, où là on devait avoir l'entrée vraiment monumentalisée. En tout cas, on est sur des bâtiments de façade là, qui longent, les deux sont un peu de manière parallèle. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette fouille. Rendez-vous peut-être l'année prochaine pour plus de résultats quand tout ça sera traité. Voilà, je vous remercie de votre attention.